Comment tu te sens, Audrey, à l'idée de On démarrer? fire, comme d'hab. Non, franchement, je suis hyper contente d'être là, sachant que bah, moi, je suis une alumni de Side Project. Donc, du coup, ouais, ça fait plaisir de pouvoir être là et de pouvoir témoigner. Et si ça peut vous aider, bah, j'aurais fait ma journée. Voilà. Nickel. Eh bien, écoute, Audrey, on va pouvoir démarrer. Et ce que je te propose, c'est que tu Ouais. mettes tout le monde dans le contexte en expliquant ce que tu faisais avant et ce que Ok. tu fais maintenant. Le avant-après, tu vois. Ok. Alors en fait, moi à la base, je suis chef de projet événementiel. Donc c'était mon métier passion, ma vocation. Donc ça collait avec ma personnalité, avec ce que j'aimais faire, fédérer les gens, les rassembler, organiser des choses. Et donc du coup, j'ai travaillé dans l'événementiel pendant ouais, quasiment 10 ans, en étant en France, en partant au Canada. Je suis revenue en France là il y a 2 ans. Et puis en revenant en France, donc j'étais à Lyon cette fois-ci. Et puis, après 2 ans passés au Canada, j'ai eu mes fameuses 5 semaines de vacances. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai cogité. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc dans mon taf que je pourrais améliorer. Donc, j'ai eu une première idée en me disant, bah, je voudrais lancer un logiciel pour optimiser tout ça. Mais sauf que j'avais l'idée, mais je ne savais pas par quoi commencer. Donc, du coup, j'ai vraiment tapé sur Internet comment passer de l'idée au projet. Et c'est là que je suis tombée sur le site de Postadem. Et je me suis dit, purée, c'est un signe. C'est vraiment un signe. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et finalement, j'ai eu le premier entretien avec toi, Charlotte. Je me rappelle, c'était un samedi en plein milieu d'après-midi. Et on a vu les fameuses 20 minutes. Et justement, vu que le thème, c'est l'argent, j'ai failli ne pas postuler à Postadem pour des raisons d'argent, justement. Et je me rappelle, on avait eu l'entretien, etc. J'ai expliqué mon projet à Charlotte. Et en gros, les inscriptions se terminaient 12 heures plus tard. Et le soir des inscriptions, je me suis rendu compte que moi, c'était pas possible. Et j'étais en train de t'écrire un mail pour te dire, bah, j'ai adoré, j'allais le faire. Mais en fait, je peux pas financièrement. Et finalement, il y a eu du coup un échelonnement de paiement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire Postadem, enfin Side Project, pardon. Et c'était génial parce qu'en fait, ça collait exactement avec mon timing. Je m'étais dit, bah, vu qu'on avait commencé en octobre, moi, je voulais savoir si mon projet allait être viable d'ici à début d'année. Donc, c'était du coup début d'année 2020, voilà. Et donc, j'ai travaillé sur mon side project pendant 3 mois là-dessus. Arrivé au bilan, la Charlotte, elle dit, ah, bah, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez démissionner? Qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, je dis, non, 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 moi, je ne vais pas du tout démissionner, pas avant 2, 3 ans. Mais je vais continuer à travailler sur mon projet. Et en fait, gros bullshit, j'ai pas du tout travaillé sur mon projet, j'ai procrastiné comme jamais, et je me suis juste rendu compte, je me suis rendu à l'évidence que si je procrastinais, c'est que en fait le projet, j'étais pas du tout alignée avec ce projet-là. J'allais en fait tout simplement développer un projet pour des clients avec lesquels j'avais pas du tout envie de bosser. Ça allait trop me rappeler mon ancien taf. Bref, mais je savais que j'avais envie d'entreprendre, ça c'était sûr. Et j'avais envie d'un projet, comme j'avais vu dans cette projet, avec lequel j'allais être alignée en fait, où j'allais pouvoir mélanger du coup mes talents, mes compétences, ce dont le monde avait besoin et ce pourquoi j'allais pouvoir me rémunérer. Et du coup, ça a fait Eureka. Je me suis dit, ah bah en fait, j'ai qu'à lancer mon agence événementielle. Et ça, c'était l'année dernière au mois de mars. Donc, ça a commencé comme ça l'aventure. Et du coup, j'avais fait un petit sondage, comme on a bien appris avec le Side Project, parce que l'idée, c'était de dire, bah, moi, je ne veux pas me lancer dans un projet où, en fait, je me rémunère dans 3 ans, quoi. Je veux vraiment avoir un projet avec lequel je me disais, bah, dans quelques mois, je peux me rémunérer. Et donc, pour ça, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, pour te rémunérer, il faut que tu aies un projet qui réponde à un besoin. Et si ton projet répond à un besoin, forcément, tu auras la clientèle derrière. Donc, j'ai fait un petit sondage pour être sûr que ça allait répondre aux besoins. Et forcément, dans l'événementiel, il y a la partie communication. Donc, j'avais mis dans le sondage, bon, bah, comment tu fais pour communiquer sur ton événement? Et j'ai mis la partie les réseaux sociaux. Et en gros, en analysant le sondage, je me suis rendu compte que les femmes entrepreneurs, qui est ma cible, en fait, leur besoin, c'était d'être accompagnées sur le réseau social qu'elles adorent, c'est Instagram. Elles veulent être visibles dessus. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en gros, j'ai dit, OK, challenge accepted. En plus, c'était en plein Covid. Je savais que l'événementiel, ça allait être mort. Je me dis, si je veux vraiment générer de l'argent maintenant, tout de suite, mon activité vache à lait, ça va être en fait d'essayer de coacher des femmes entrepreneurs
sur Instagram. Et en fait, je me suis auto-formée. Pendant 3 semaines, j'ai tout vu, tout regardé, tout lu sur Insta. Et je me suis dit, il faut que je crée un accompagnement pour les aider. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis experte Instagram. Donc, j'accompagne en fait des femmes entrepreneurs à du coup réussir leur lancement du coup grâce à ce canal de communication, grâce à Instagram. Donc voilà, donc on est passé de l'événementiel à Instagram. C'est vrai que ça reste dans le domaine de la communication, mais en soi, si vous connaissez le syndrome de l'imposteur, je pense que j'étais la plus grosse imposture de l'univers parce que je n'y connaissais rien à Insta il y a encore un an. Voilà mon histoire. Ah, sacré Audrey. Ok. Écoute, je vois que ça plaît beaucoup dans le chat, ton témoignage et le côté flexibilité. Justement, est-ce que tu peux creuser? Je pense que c'est une question qui va être posée. Donc, comment tu l'as vécu, ce changement de projet? Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie à l'aise? Que tu n'as pas, par exemple, culpabilisé de changer de projet? Est-ce que, par exemple, tu étais engagée sur ce projet auprès de tes proches? Qu'est-ce que ça fait de changer en cours de route de projet? Oui, en fait, bon, moi, j'ai tendance à toujours embarquer mes proches dans mes aventures. Et donc, du coup, ils savaient tous que, à la base, je devais développer un projet numéro un, on va l'appeler comme ça. Donc, je leur avais dit, etc. Et en fait, bah, le plus dur, c'était pas vraiment de leur dire que j'allais changer de projet. C'était surtout moi d'être honnête avec moi-même et de me dire clairement, genre, meuf, tu vas pas le faire, arrête. Et si tu te mens à toi-même, tu vas mentir à tes proches, en fait. Et en gros, ça a été vraiment le plus dur. Donc, je me suis posée. J'ai repris, en fait, bah, tous les modules qu'on avait vus ensemble dans le side project pour être très réaliste et comprendre, en fait, pourquoi je procrastinais. Parce que c'était ça, en fait, le début, en fait. Et en fait, quand j'ai repris les différents modules et tout ça, et que je savais vraiment que mon but, c'était de concilier du coup ma passion pour la communication, le développement personnel avec un de mes centres d'intérêt principal, l'entrepreneuriat féminin, en fait, ça a été comme une évidence. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais, mais jamais été aussi alignée avec un projet. Et je sais que le projet numéro un, typiquement, j'aurais pu générer, je pense, énormément d'argent, mais vraiment. Mais bah, finalement, c'est pas ça qui m'aurait rendue heureuse. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, à la base, je suis pas du matin, je me réveille à 5h, 6h30, je suis sur mes mails et tout, nanana, je suis sur Insta, enfin, ouais, voilà. Ok, ok, super. Je vois qu'il y a il y a encore des questions sur le côté imposteur et notamment sur comment tu as pu tarifer et peut-être te présenter à tes clients et trouver tes clients avec ce syndrome de l'imposteur et comment tu le ressens aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur. Alors, du coup, bon, je ne vais pas vous mentir, en vrai, le syndrome de l'imposteur, il part jamais. Il est toujours là, c'est un petit démon comme un et coucou. Il sera toujours là, mais le principal, en fait, c'est de réussir, entre guillemets, à le dompter. Et moi, comment j'ai réussi à le dompter? C'est vraiment grâce à bah, la théorie de l'échelle que tu nous as appris, du coup, Charlotte, pendant le side project. Enfin, ouais, voilà, c'est le stabilo maintenant, je crois que tu dis. Non, le labello. Mais du coup, Non, à non, notre... j'ai quand même troqué le labello pour un vrai stylo Ah maintenant, hein. ouais. On a upgradé un peu le niveau. Mais du coup, ouais, moi, ça a été à la théorie de l'échelle. C'est parce qu'en fait, pour le coup, je dis pas que les autres n'ont pas un syndrome de l'imposteur, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être une imposture parce qu'en fait, mon activité, c'était de coacher des femmes entrepreneurs sur Instagram, alors que moi-même, je ne savais même pas faire une story, je n'avais même pas de compte Instagram. Et pour tout vous dire, en fait, moi, mes premières clientes, en fait, j'aurais jamais dû me lancer aussi rapidement. J'ai fait mon sondage et à l'issue du sondage, j'avais dit, bah, pour vous remercier, je vais faire l'audit de votre compte. Et donc, du coup, j'ai fait l'audit des comptes des personnes que j'ai sondées, justement. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, bah, OK, bah, du coup, on commence quand? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir lancer mon statut, le compte Insta et tout. Et en fait, j'ai été hyper transparente avec mes clientes en leur disant, bah, en fait, j'ai pas encore de compte, c'est en cours parce que je voulais avoir vraiment mon univers visuel, tout ça de près. Mais je savais que je pouvais les aider. Et ça, ce qui m'a aidée, c'est, il y a deux choses. Il y a la théorie de l'échelle. En gros, sur une échelle de 1 à 5 des coachs Insta, 1, c'est le niveau débutant du coach Insta et 5, c'est l'expert, genre celui que j'admire, on va dire, d'accord, ou celle que j'admire. Mais je me suis dit, en fait, si je suis au niveau 2 et qu'il y a des gens qui sont au niveau 1, bah, je peux aider les personnes au niveau 1. Et en fait, quand on parle de la notion d'expert, c'est juste quelqu'un qui en sait plus que les autres. Donc, je me suis dit, bah, Audrey, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte d'en savoir un petit peu plus que les autres
Et vu que toi, tu étais débutante, essaie d'en savoir un petit peu plus. Et comme ça, bah, toi, tu vas pouvoir aider les débutants, comme toi, tu étais à la base. Et bah, c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc, j'ai aidé les débutants et c'est comme ça que moi, mon positionnement sur Insta, c'est d'aider des personnes qui viennent de se lancer sur Instagram. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas forcément parler de la conversion, faire du e-shop, nanana. Non, parce qu'en fait, ça ne parle pas du tout à ma cible. Ma cible, elle veut savoir, en fait, le b à bas, comment je fais pour faire mes premiers pas sur Insta. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée pour vaincre mon syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui me vient du coup de mon expérience au Canada. Donc, j'étais dans la partie anglophone du Canada, donc à Toronto. Et il y a une phrase qu'ils disent tout le temps, c'est « fake it till you make it ». Et en fait, c'est prends la posture jusqu'à temps que tu l'obtiennes, jusqu'à temps que tu sois cette personne-là. Et donc, du coup, moi, j'étais en mode genre, je vais pas en entretien, mais en coaching avec, avec mes clientes. Et du coup, je fais tout sur Zoom, j'allume mon Zoom et en fait, je suis en mode, c'est moi l'expert. Je sais que j'en sais un tout petit peu plus que toi et je sais que je vais t'aider. Et donc, certes, ça demande d'avoir aussi une certaine confiance en soi, mais je savais en fait que j'avais appris des choses et je savais que j'allais leur apporter les choses en fait, tout simplement. Et donc, du coup, en mode fake it till you make it, donc pendant mon heure de coaching, j'étais en mode à fond et après en mode genre, oh mon Dieu, j'en peux plus. Donc voilà, et donc le fait d'avoir cette attitude-là, bah, tant qu'en fait je répétais, je continuais mes coachings avec cette attitude-là et au bout d'un moment, bah, aujourd'hui, ouais, je suis experte Instagram. Et dans la petite nouvelle, c'est que là, je vais apparaître dans une box digitale et j'ai été sélectionnée en tant que coach Insta en moins d'1 an. Donc, je suis trop contente. J'ai atteint l'objectif. Au top, Audrey. Je crois que tu as conquis avec ton énergie. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui t'a associé à Rémi Gaillard. Alors, est-ce que c'est la référence de c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui? Ah, Est-ce que mais c'était ça? grave. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je me dis que, en gros, si toi, tu y crois, les autres vont y croire. En gros, quand j'ai dit à mes proches, parce que et les gens, enfin, mon entourage me connaît, ils savent très bien qu'en fait, je postais jamais rien sur Insta. À la base, je déteste les réseaux sociaux. Pour moi, c'est que des gens qui se la racontent en mode genre, hé, coucou, moi, j'ai une super life, nanana et tout. Je déteste ça. J'aime pas les gens qui mentent, en fait, et derrière, tu sais que la meuf, en fait, elle est pauvre fille, quoi. Je déteste ça. Et donc, du coup, là, je voulais vraiment utiliser les réseaux sociaux pour quelque chose de concret, en fait, pour aider les gens à se développer. Et donc, quand j'ai dit à mon entourage que j'allais me lancer dans du coaching Insta, en fait, genre, personne n'a osé rien, rien me dire. Mais au fond, je savais pertinemment qu'ils pensaient quelque chose. Et c'était tout à fait légitime parce qu'ils savaient qu'à la base, moi, j'y connaissais rien. Et en fait, j'étais tellement, en fait, sûre de moi et je savais, en fait, que j'allais pouvoir aider les gens. J'étais tellement en mode genre, non, mais MMMC, it's real, quoi, les gars. Moi, j'y crois à fond. Je vais faire ça, ça, ça. J'ai fait tester, du coup, mes premiers templates, pas les templates de coaching, mais mes premiers coachings, j'avais fait les supports, j'ai fait tester à mes copines qui, elles, hyper calées sur Insta, mais même, elles me disaient, mais meuf, genre, tu m'apprends des trucs. Et là, je me suis dit, ok, je tiens quelque chose. Et en fait, le fait d'y croire, bah, votre entourage ne doute pas de vous. Si tu es dans une posture de bon, bah, je sais pas trop, nanana, bah, les gens vont dire, oh, ok, d'accord. Et donc, si je suis en mode genre, j'y crois, mon entreprise va y croire. Si je montre à mes clientes que je suis confiante et que j'y crois, bah, elles aussi, elles vont y croire. Donc, tout vient de nous, en fait, finalement. Donc, vraiment, tout vient de nous. Très, très bonne morale sur tout ce que tu viens de dire, complètement en phase. Alors, il y a plein de questions, je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Alors, il y a des questions sur tes chiffres, ça, on va voir après. Je pense qu'on va d'abord rester sur la thématique client. Il y avait des questions. Ah oui, il y avait des questions sur le choix d'Instagram, parce qu'il y en a qui disent, mais quelle était ta motivation si tu ne crois pas dans ce réseau ou si tu ne connais pas ce réseau? Est-ce que c'est lié simplement au fait que tu as vu qu'il y avait un besoin? Ou est-ce qu'il y avait aussi, toi, justement, cet alignement? Où est-ce que tu l'as trouvé vu que tu découvrais sur Instagram? Est-ce que tu peux creuser un petit peu ça? Alors, du coup, en fait, à la base, ça a été Instagram parce que j'ai compris que c'était surtout le réseau social sur lequel, en fait, ma cible, elle voulait absolument être. Donc, je savais que potentiellement, c'était là où il fallait être et c'était là, en fait, où il y avait le besoin. Et après, c'est en commençant à découvrir la plateforme, je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment une plateforme sur laquelle moi, j'ai aussi envie de me développer parce que c'est une plateforme sur laquelle on peut être soi-même et on peut être authentique. Par exemple, LinkedIn, je sais que c'est une plateforme qui est hyper puissante pour se rendre visible et concrètement, je vous le recommande. Mais par contre, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai l'impression, en fait, qu'il faut
qu'il faut faire semblant en fait, qu'il faut jouer un rôle, il y a beaucoup de règles. Insta, ça peut être très professionnel, mais en fait, on peut rester soi-même. C'est ce que j'aime en fait. Donc c'est pour ça finalement que j'ai voulu me positionner là-dessus parce que je savais qu'il y avait un besoin. Donc je savais que déjà, potentiellement en termes de chiffre d'affaires, ça allait être plus facile pour moi. Et en plus de ça, c'était une plateforme sur laquelle je voulais pouvoir en fait m'exprimer. J'avais pas envie de jouer un rôle en fait, tout simplement. Et là aujourd'hui, quand mes copines par exemple, elles voient mes stories ou mes publications, elles me disent en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on voit aucune différence entre toi quand je te vois sur Insta et toi maintenant toi dans la vraie vie en fait, tout simplement. Et juste, il y avait une autre question par rapport à ça aussi, c'est qu'en fait, à la base, moi, j'aimais pas les réseaux sociaux parce que les gens l'utilisent dans le cadre personnel et que du coup, c'est une manière de déguiser, de montrer que tu as une meilleure vie que les autres. Alors que là, dans le cadre professionnel, ça a du sens. C'est une manière, ça te permet de toucher mais tellement de monde. Quand tu vois qu'à la base, tu connais personne, moi je viens d'un petit village au fin fond de la Normandie et que là aujourd'hui, j'ai quasiment plus de 600 personnes qui me suivent avec une communauté hyper engagée, c'est juste ouf. J'aurais pas pu faire ça juste en faisant du porte-à-porte juste dans mon village. C'était pas du tout possible. Déjà, on n'est même pas 600 dans le village, donc voilà. Donc, c'est juste ouf la portée que ça peut donner. Donc, pour moi, là, l'idée du réseau social, ça a du sens parce que c'est pour développer une activité, c'est pour se rendre visible, c'est pour développer notre notoriété. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'apprécie ce réseau social. Par contre, si vous allez sur mon compte perso, toujours la même histoire. Il se passe rien. Il se passe strictement rien. Mon dernier post remonte à 1 an et demi. Voilà. Ok, ça marche. Ok, ok, super. Ouais. Écoute, c'est clair là-dessus. J'ai vu une autre question. Pourquoi se lancer en tant que coach Insta alors qu'il y en a des centaines ou milliers en France? Alors, en fait, c'est clair qu'il y en a énormément, mais parce que c'est là où il y avait le besoin. Donc, en fait, au début, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, enfin, quand je pensais à mon entreprise, mon but, c'était de dire comment je fais pour avoir un projet avec lequel j'étais alignée. Donc, pour que ce projet soit avec lequel je sois alignée, je voulais que ce soit dans le domaine de la communication, parce que c'était déjà ce que je faisais avant, que ça me permette de lier en fait la partie communication, les compétences que moi j'avais déjà commencé à acquérir avec un de mes centres d'intérêt principaux qui est l'entrepreneuriat féminin. Et comme je vous dis, en fait, c'est en faisant le sondage, du coup, en l'envoyant, enfin, en demandant à des femmes entrepreneurs de m'expliquer en fait ce dont elles avaient besoin. Donc à la base, j'étais partie dans la partie événementielle et j'avais intégré la partie réseau social. Et c'est là que j'ai vu en fait que le vrai besoin, c'est pas d'avoir quelqu'un pour les aider en freelance pour organiser leurs événements, mais vraiment en fait de dire en fait je veux être visible sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait finalement. Ok, ça marche. Ok, ok. Parce que justement, il y a pas mal de questions sur où tu as envoyé ce sondage, comment tu as trouvé des répondants à ton sondage et comment ensuite tu as trouvé tes clients, mais peut-être déjà de creuser un peu sur le sondage. Ouais, où est-ce que j'ai envoyé le sondage? Donc, je l'ai fait passer. Je crois que je l'avais contacté justement. J'avais contacté Charlotte. Il est passé dans une des newsletters. Donc, il y a eu la newsletter. Il était dans le groupe de Postadem également. J'ai fait passer sur un groupe qui s'appelle, un autre groupe Facebook qui s'appelle l'Afroprenariat. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'était toi et ce groupe-là, en fait, sur Facebook, ouais. Et pour le coup, pour tout vous dire, alors je sais qu'il y a des personnes qui font des sondages, ils ont à peu près une centaine de réponses. Moi, je pense que j'ai eu, alors autant sur le groupe de l'Afroprenariat, j'avais eu 1000 likes, je ne sais pas combien de commentaires, mais en soi, de personnes qui ont vraiment répondu au sondage, ça représentait moins de 20 personnes. Mais à côté de ça, du coup, tout de suite, dans ces 20 personnes-là, j'ai eu mes 3 premières clientes finalement. Donc, OK, en termes de chiffres, ça ne faisait pas beaucoup de personnes. Mais en fait, les peu de personnes qui ont répondu, c'est ça qui m'a permis de me lancer, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un volume énorme au démarrage. Et notamment, on se dit que pour vivre de son activité, ou en tout cas générer du chiffre d'affaires, il faut être le premier sur son marché, ou il faut avoir une Ouais, audience énorme. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et on démarre déjà avec de premiers clients, une première petite communauté. ouais. Donc, totalement. Alors, est-ce que tu peux maintenant un petit peu creuser sur comment tu as, donc tes premières clients, on a compris comment effectivement tu les avais trouvés, et comment tu as développé du coup étape par étape ton offre, ta clientèle, qu'est-ce que tu fais maintenant pour trouver tes clientes, et justement comme je sais que tu as eu des nouveautés avec tes lancements, etc., que tu Ouais. partages maintenant tout ça Ouais. côté clientèle, voilà.
Alors, bah, du coup, au début, mes premières clientes, ça a été suite au sondage. Et après, ben, moi, j'ai misé sur un seul canal de communication. Ça a été Instagram. À la base, j'ai lancé aussi mon site internet en même temps. Sauf qu'en fait, c'est comme si j'avais pas de site internet parce que j'ai rien fait en fait pour alimenter mon site. J'ai rien fait pour rendre visible mon site. Donc, en soi, on va considérer que le site servait à rien. Donc, moi, j'ai vraiment misé sur Instagram. Et mon objectif numéro un, c'était de dire bah, il faut que déjà que j'arrive à être reconnue comme une experte parce qu'à la base je suis pas du milieu, donc faire en sorte que les personnes me reconnaissent comme une experte, qu'ils aient confiance en moi et que derrière ils aient envie de booker des coachings avec moi. Et donc, du coup, moi, ce que je faisais, c'est que du coup, j'ai développé ma stratégie de contenu pour me faire connaître, pour du coup leur montrer, en fait, partager des tips, des conseils pour montrer que bah, je m'y connaissais tout simplement. Et du coup, dans ma stratégie de visibilité, je me rendais visible du coup bah, de ma clientèle idéale. J'essayais de faire en sorte de passer directement en message privé avec les personnes. Et en fait, les premiers clients, c'était via message privé, en fait, Instagram. Et le plus facile pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est qu'à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à mon compte, donc généralement, j'envoie un message de bienvenue. C'est le moment où on commence à échanger et je leur fais comprendre qu'en fait, en cadeau de bienvenue, moi, je propose un speed coaching gratuit de 30 minutes. Donc aujourd'hui, c'était facile parce que la communauté était plus petite, donc je pouvais plus ou moins recevoir tout le monde. Sauf que là, j'ai des créneaux du coup limités tous les mois. Et en fait, c'est suite au speed coaching gratuit, donc en fait, je fais l'audit du compte de la personne, c'est toujours le même principe, hein. Ben, derrière, je me rends compte que ce qui est génial, c'est que la personne, elle va me donner toutes ses problématiques. Moi, je vais y répondre. Et en fait, ça me permet aussi d'adapter mon discours. C'est là où je vais passer en statut de commercial, tout simplement. Donc, en fonction de la problématique de la personne, moi, je vais rebondir avec mon offre et dire, bah, justement, dans mon atelier, je propose ça. Ah, bah, tiens, tu me dis ça, bah, avec une de mes clientes, on a déjà travaillé ici, on a travaillé ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est vraiment le canal de communication qui me permet vraiment d'être visible et d'attirer mes clients, c'est Instagram. Et après, l'autre en fait stratégie qui marche vraiment très très bien et que je vous recommande, c'est de faire en sorte qu'on parle de nous et en fait de faire en sorte qu'on soit recommandé en fait tout simplement. Donc je sais que toi Charlotte, tu m'as recommandé à certains de tes clients. Je sais que j'ai eu pas mal de visibilité aussi. Dans le groupe Postadem, en animant une masterclass. Et en fait, ça nous donne de la visibilité. Et les gens ils disent, ah bah ok, bah, ça m'intéresse ce qu'elle fait, ils vont voir. Et en fait, ça permet bah, d'attirer des clients sans que moi, finalement, j'ai vraiment à démarcher. Donc, c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, je me développe. C'est en étant visible avec d'autres raisons dans lesquelles moi, je fais partie. Donc, j'interviens. Je fais beaucoup d'interventions gratuites. Et vous connaissez le principe donner pour recevoir, bah, c'est exactement la même chose. Je dis, bah, ok, moi, je propose une prestation gratuite et après, les gens, en fonction de ça, ils veulent aller plus loin, bah, ils peuvent me contacter en message privé et c'est comme ça que tout commence finalement. Ok, écoute, très clair. Je vois encore plein d'autres questions. Alors, on va aller dans l'ordre. Ce que je te propose, c'est que là, on parle plus de toi, côté bah, justement rémunération, étapes par lesquelles tu es passé. Et notamment, j'ai vu des questions sur comment tu as quitté ton emploi, démission, rupture conventionnelle, comment tu l'as obtenue, comment ça s'est passé. Sachant que moi, je te suivais de près à ce moment-là. Donc, Ouais. donc j'attends que tu puisses nous partager ça avec tout le monde. Et du coup, toi, en termes de rémunération, comment ça évolue ton chiffre d'affaires depuis le démarrage et quel est ton plan à partir de maintenant? Ok. Je te laisse Tu répondre. veux que je parle du coup de la rupture conventionnelle d'abord, du coup? Ouais, tu peux commencer vraiment, tu vois, étape par étape, la rupture co, comment ça s'est Oui. passé, et derrière, du coup, chômage, rémunération, etc. Donc, du coup, juste pour situer dans le temps, donc fin janvier 2020, je me rendais compte que j'allais changer de projet. Du coup, février 2020, donc à peu près à la même époque, l'idée de MMMC s'est développée. J'ai posé madame dans la foulée. Et ensuite, j'avais demandé une rupture conventionnelle. Alors, moi, c'était particulier parce qu'en fait, à la base, je devais repartir au Canada. Et donc, du coup, quand j'ai intégré la boîte que j'ai intégrée juste après mon retour du Canada, tout simplement, j'ai enchaîné 2 CDD. Et je devais repartir. Et en gros, pour vraiment, enfin,
pour me garder, même s'ils savaient que j'allais repartir, ils m'ont proposé un CDI en me disant, bah, pour te laisser partir facilement, on te proposera une rupture conventionnelle. Bien entendu, j'avais demandé qu'ils me le mettent à l'écrit. Ils n'ont jamais voulu. Mais je me suis dit, bon, je leur fais confiance. Moi, je suis droite dans mes bottes, ça devrait le faire. Et arrivé au moment où je demande ma fameuse rupture conventionnelle, là, ça commence à tiquer. Et donc, du coup, j'ai dû batailler pendant quelques mois, en plus période de Covid, etc. Ils ont essayé d'en profiter justement de la situation. Mes conclusions, j'ai quand même eu ma rupture conventionnelle qui a été acceptée dans une boîte qui, à la base, les refuse totalement. Donc, vraiment, persévérer et dites-vous que c'est jamais mort tant que c'est mort. Donc, voilà, c'est ça la base. Et du coup, finalement, ma rupture, elle a été acceptée et j'ai terminé au mois de juillet. Donc, en parallèle, du coup, entre mars et juillet, je développais mon projet en side project et c'était canon parce que finalement, ma convention collective me permettait de continuer à être rémunérée à 100%. Et en parallèle, j'ai commencé à générer mes premiers chiffres d'affaires. Donc, au début, je faisais que du coaching individuel. J'étais à peu près, mon premier trimestre, j'ai les chiffres là sous les yeux. Je crois que mon premier trimestre, j'ai réussi à me rémunérer, mon chiffre d'affaires tournait autour de 800 € en moyenne par mois. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Après, entre juillet, donc j'ai vraiment été à mon compte à 100%. Entre juillet et septembre, il y a eu un moment de creux parce que du coup, j'ai pris des vacances. Et forcément, bah, si tu ne travailles pas, bah, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, j'ai vraiment repris mon activité pour de vrai en septembre. Et en fait, moi, à la base, je n'ai pas fait les choses, on va dire, de la bonne manière. Moi, je n'avais pas d'épargne. Donc, quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, en fait, il fallait absolument que j'ai ma rupture conventionnelle parce que sinon, en fait, ce n'était pas possible. J'avais juste de quoi, en fait, payer mes charges fixes sur les 3 prochains mois. Mes indemnités de rupture conventionnelle me permettaient de couvrir ça parce qu'en fait, moi, ça faisait qu'un an que j'étais dans la boîte, donc ce n'était pas non plus des indemnités énormes. Et en fait, pour moi, ça a été un mal pour un bien parce que finalement, je n'avais pas le choix de développer du chiffre d'affaires parce que j'avais besoin de manger, en fait, tout simplement. Et mon chômage est tombé qu'à la fin d'année 2020, donc à partir de novembre 2020. Donc, en fait, entre juillet et novembre, j'étais sur mes faibles économies. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, je me suis dit, bah, concrètement, de combien j'ai besoin pour vivre. Je sais que mes charges fixes, elles vont être payées, mais à côté de ça, bon, bah, j'ai quand même besoin de rentrer voir mes parents, j'ai quand même besoin d'essayer de faire un peu des week-ends avec mes copines, j'avais le mariage d'une pote où j'étais témoin, enfin voilà, donc, il faut quand même que je puisse vivre. Et en fonction du budget dont j'avais besoin, je me suis dit, bah, quelle offre en fait je vais devoir pouvoir créer pour générer plus de chiffre d'affaires. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, le coaching en one-to-one, c'était pas le business model le plus viable pour moi parce qu'en fait, ça me demande beaucoup d'investissement, mais en contrepartie, en fait, je travaille pour de l'argent. C'est clairement ça, en fait. Alors que si j'arrive à, en fait, avoir du coaching groupé ou une formation en ligne ou quelque chose, je vais pouvoir, en fait, générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, moi, en travaillant moins. Et moi, ma conception de l'entrepreneuriat, en aucun cas, mon but, c'est de bosser 100 heures semaine pour gagner des pacotilles, en fait. Donc, ce n'était pas du tout ça. Moi, je me dis, bah, en fait, j'entreprends pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir me rémunérer et pour être libre, en fait, aussi financièrement, mais sans être non plus esclave, finalement, de mon projet. Et donc, c'est comme ça que m'est venue à la base, bah, du coup, l'idée des ateliers, parce qu'en fait, ma clientèle m'en avait parlé, qu'elle voulait, du coup, des offres un peu plus où on mêlait, en fait, de la théorie et de la pratique. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah, OK, je vais lancer justement des ateliers sur des thématiques spécifiques d'Instagram. Et j'ai commencé mes premiers ateliers, pour tout vous dire, l'atelier à l'unité à 19,99 €, ce qui est vraiment pas énorme. Et mes premières clientes, j'ai dû avoir, je crois, c'était entre 5 personnes qui avaient booké l'atelier. Et j'ai dû générer à peu près 230 € de chiffre d'affaires. Sur le coup, j'étais hyper contente. J'étais hyper contente parce que c'était la première fois. J'ai renouvelé les ateliers. Et ben là, du coup, j'ai dû faire 350 € de chiffre d'affaires. J'étais méga contente. Et là, du coup, j'ai refait une troisième session en début d'année.
Là, je suis passée à 450 € avec à peu près 7 personnes et en augmentant mes tarifs. Donc là, du coup, j'étais à 29,99 €, sauf que je propose des packs en fait. Donc si tu prends le tarif à l'unité, c'était 29,99 €. Mais par contre, si tu prenais le pack de 5 ateliers, bah, du coup, c'était autour de 89 €, un truc comme ça. Donc moi, mon but, c'était forcément, si tu veux avoir plus d'argent, bah, vaut mieux que les personnes, elles aient le pack en fait, elles achètent le pack. Donc j'ai essayé aussi de donner une réduction sur le pack pour que les personnes elles soient beaucoup plus incitées à acheter le pack en disant bah, si tu achètes 5 packs, un pack de 5 ateliers, bah, finalement, c'est comme si tu n'en payais que 4. Et là, big nouvelle, je viens de clôturer là, mes derniers ateliers. J'ai fait la dernière session hier, donc c'est pour ça que je suis cernée jusqu'à je ne sais pas où. Et en fait, j'ai fait mon premier chiffre d'affaires là à 4 chiffres. Donc, j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires avec le même nombre de personnes. Sauf qu'en fait, il y a plus de monde qui ont pris le pack de 5 ateliers. Et aussi, c'est que j'ai rien lâché. C'est que déjà, j'ai pu être sold out 4 heures avant la fin des inscriptions. Donc ça, c'était juste ouf. Sauf qu'il y avait des personnes qui étaient encore intéressées. J'ai dit, OK, on y va jusqu'au bout. Et donc, du coup, je leur ai dit, bah, OK, vous pouvez toujours, les inscriptions, elles sont clôturées. Je ne peux plus prendre de monde, mais je vous propose le replay. Et vu que vous n'avez pas été en live avec moi, je vous propose le replay. Et en plus, je vous propose un coaching individuel. Donc, en gros, l'idée, c'est bah, de ne pas lâcher, en fait. Jusqu'au bout, en fait, j'ai continué à faire mes ventes et j'ai mis ma casquette, en fait, de commercial. Et juste le dernier point aussi, entre les 2 derniers ateliers, en gros, j'ai mis en place une liste d'attente. Donc, à la fin du 3e atelier, il y a des personnes qui ont loupé du coup le coche et j'avais une petite liste d'attente de 10 personnes. Et finalement, c'est ma petite liste d'attente de 10 personnes qui m'a permis de faire 10 ateliers, donc de faire les 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est que 10 personnes, mais finalement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. En fait, j'ai vraiment capitalisé finalement sur ces personnes-là pour générer mon chiffre d'affaires, quoi. Super clair. Écoute, bravo pour cette bonne nouvelle. En tout cas, tu as plein de félicitations dans le chat, donc c'est vraiment super. Alors, il y a plein de questions un peu précises sur on va y répondre vraiment très rapidement parce qu'après, j'aimerais qu'on parle de ta rupture co et de comment tu l'as négociée. Mais rapidement, ça te prend combien de temps d'animer un atelier et combien de personnes max par session? Très rapidement. Alors, animer un atelier dure 1 heure et demie. Et par session, je prends entre 8 personnes normalement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça reste dans un cadre informel et qu'en fait, même si c'est un groupe, que je puisse répondre aux questions de manière personnalisée. Et si on est trop nombreux, forcément, ça devient un peu compliqué. Et ce qui est cool, c'est qu'en soi, moi, les modules de mes ateliers, je les ai créés une première fois. Donc, la première fois, bon, bah, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Mais après, depuis que j'ai fait une fois, moi, en fait, c'est juste sur mon atelier. Donc, finalement, ma rémunération, c'est de dire, bah, en gros, sur mon chiffre d'affaires, je divise par le temps que j'ai passé en atelier et c'est fini, quoi. Donc, finalement, c'est tout bénef, quoi, une fois que les modules sont déjà créés. Ok, super. Écoute, c'est très clair aussi. Alors, je vois qu'il y a plein de questions aussi détaillées. Ce que je vous propose, de toute façon, c'est qu'on a mis le lien de ton Instagram, Audrey. Donc, s'il y en a qui ont des questions encore précises sur les offres, etc., de demander à Audrey directement sur Insta. Et la dernière question que j'aimerais qu'on aborde directement, Audrey, c'est concernant ta rupture conventionnelle. Oui. Quels ont été tes arguments pour finir par l'obtenir? Parce qu'il y a eu des questions là-dessus. Au final, tu l'as eu, mais ce n'était pas si évident. Donc, à ton avis, c'est quoi les facteurs clés de succès pour avoir une rupture co comme ça? Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi de donner une réponse parce que je pense que vraiment la négociation de la rupture conventionnelle, elle est vraiment propre à chacun, elle est unique. Moi, je me suis vraiment basée sur cette promesse qu'on m'avait faite. Et en fait, moi, j'ai enchaîné 2 CDD. Ils savaient très bien qu'à la base, je devais partir. Et à chaque fois, jusqu'à la dernière heure, je ne sais pas si j'allais finalement enchaîner mon nouveau CDD. Et en fait, j'ai été professionnelle jusqu'à la fin. Donc, du coup, finalement, j'ai été irréprochable pendant 1 an et demi dans mon ancienne boîte. Donc, ils se sont un peu retrouvés en mode genre, ah ouais, là, on va vraiment lui faire à l'envers. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est que c'était ma N+2 qui m'avait fait cette promesse qui bloquait, mais ma N+1 me soutenait à mort. Donc, c'est à elle que j'ai annoncé en premier, justement, pendant mon entretien annuel, ma démission. C'est à elle que j'ai expliqué mon projet. J'ai toujours été hyper transparente. Et donc, du coup, elle a aussi vachement, elle a vachement soutenu finalement ma candidature pour ma rupture conventionnelle. Et ce qui a aidé aussi, c'est que
en fait, vu qu'à la base, MMMC, c'était censé être dans l'événementiel, j'ai dû prouver que mon activité n'allait pas être en concurrence avec mon agence. Et en fait, concrètement, ça s'est joué sur des petits mots. Alors ça, c'est des petits détails, mais ça s'est joué vraiment sur des petits mots pour qu'ils se disent, OK, c'est bon, elle va pas nous concurrencer. Et en fait, c'était tout le temps des relances, tout mettre par écrit. Je devenais psychopathe au bout d'un moment. Genre, tous les mails, je les avais du coup enregistrés, enlevés de ma boîte mail perso. Je les avais mis du coup sur une clé USB. Je me les étais pas transférées sur ma boîte mail perso parce que du coup, je me suis dit, OK, ils vont croire que j'envoie à quelqu'un d'autre. Non, mais la fille, elle devait être tarée, quoi. Mais en gros, l'idée, c'est de vraiment tout mettre par écrit et surtout, en fait, de ne pas lâcher en fait. Moi, j'avais vraiment dit, en fait, c'est la promesse que vous m'avez faite. Vous m'avez demandé vous me l'avez promis ça pour me laisser partir librement. Aujourd'hui, je vous dis que je veux partir. On reprend les faits en fait, tout simplement. Et avec le soutien de ma N+1, c'est ça qui a aidé, franchement. Mais il faut vraiment rien lâcher. Et Charlotte, tu sais à quel point ça a été compliqué. Je vous passe les pleurs et les découragements et tout. Mais l'idée, en fait, de notre côté, pour moi, c'était non négociable. Il m'avait même proposé aussi de faire un abandon de poste, ce que j'aurais pu faire, mais c'est juste que c'était pas possible pour moi, en fait. Je peux pas abandonner un poste, même si le résultat aurait été le même. Je voulais pas ça. C'était pas ce qui était prévu, c'était pas ce qu'on avait convenu. C'était pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai rien lâché et finalement, ça a fini par payer. Eh ben, c'est une bonne inspiration, je pense. C'est une belle inspiration, en tout cas, que ça a fini par payer. Donc très chouette. Merci pour ton partage. Et du coup, alors il y a plein de toutes petites questions aussi, Gaëlle. Je te laisse répondre pour certains dans le chat si c'est possible. Et du coup, Audrey, il y a une dernière question que je prends pour toi et on se laisse vraiment 2 minutes chrono. C'est une question intéressante et différente de celle qu'on a eue sur ton organisation. Aujourd'hui, ton temps, comment tu l'organises? Quelles sont tes principales activités au sein de MMMC? Voilà, un peu ta journée type et ton activité. Alors, mon temps, comment je l'organise? Alors, je commence toujours, je termine ma semaine. Alors ça, c'est mes petites habitudes que j'ai prises du coup du side project. Franchement, le side project m'a vraiment permis d'être hyper organisée finalement. Parce que quand on est tout seul, il y a pas notre boss pour dire, hey, t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin, du coup, voilà, c'est l'aspect organisationnel. Je l'ai vraiment eu de cette project. En fait, le dimanche soir, je fais un peu mon bilan de la semaine. Je me définis mes objectifs de manière smart pour la semaine qui suit. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace le matin. Donc, si je voulais vraiment avancer sur les projets de fond, l'écriture, la rédaction de contenu, ce genre de choses, pour moi, c'était le matin. Donc, j'ai tendance à me réveiller autour de 5h, 5h30, parce qu'il y a aussi mon chéri qui se lève méga tôt. Donc, en même temps, je me dis, je suis réveillée, autant y aller. Donc, je suis sur mon ordi vers 6h30. Là, je commence vraiment par définir ma to-do list du jour. Je commence par les tâches que je déteste, tout ce que je ne veux pas faire. Comme ça, je me dis, au moins c'est fait. Et moi, mon objectif, c'est que, en gros, allez, 80% de ma to-do list, elle soit clôturée le matin. Du coup, l'après-midi, c'est plus des temps que je prends, par exemple, pour lire des newsletters, pour faire ma veille, pour me former, animer ma communauté, parce que c'est les moments où, en fait, c'est la digestion, je suis fatiguée et j'ai du mal à bosser. Et puis, parfois, j'ai un petit regain d'énergie en fin de journée et j'essaie vraiment de me dire, allez, en soi, finalement, non, je sais parce que j'utilise comment on appelle ça? C'est Toggle, c'est un logiciel qui permet de lister en fait, de comptabiliser le temps qu'on passe sur certaines tâches. Et généralement, en moyenne, alors sauf en cas de lancement et tout ça, mais je travaille à peu près 6 heures par jour. Mais en fait, quand on dit 6 heures par jour, quand on est salarié, on se dit, meuf, t'as pris un RTT l'après-midi. Mais quand on est à son compte, travailler 6 heures, c'est énorme parce que je suis 6 heures, mais je suis toute seule, je suis chez moi et j'ai aucune personne qui me dérange en fait. Donc, du coup, ce que je fais en 6 heures, ça représente limite 2 journées de bureau de quand j'étais salariée. Donc, le matin, c'est vraiment toutes les tâches en fait que je ne veux pas faire et les tâches de fond, la réflexion, où il faut que je rédise ce genre de choses. Et l'après-midi, c'est plus la partie créative pour moi. Et je veux vraiment faire en sorte de terminer mes journées assez tôt parce qu'en fait, moi, je suis pas quelqu'un du soir, en fait. C'est un peu comme ça que j'organise mes journées. T'es pas quelqu'un du soir, mais là, ça va. T'es quand même Ah, mais le soir, pour t'es en parler, forme. ça, il n'y a pas de problème, hein.
Ok, bah, j'espère que ça a répondu à la question. Mm. Et il y en a une dernière, on va peut-être y répondre toutes les deux pour le coup, parce qu'elle m'a été posée à moi, mais en message privé. J'ai eu plusieurs questions en message privé sur Zoom et je vais y répondre du coup. Et pour toi aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu travaillais seule et tu viens un peu d'y répondre, est-ce que tu avais des personnes qui travaillent avec toi? Elle m'a été aussi posée pour moi. Donc, bah, je te laisse répondre et je vais y répondre aussi. Ouais. Alors, jusque-là, bah, moi, je travaillais toute seule. Les choses ont changé à partir du mois d'octobre parce que, au-delà de juste proposer les coachings en individuel et les ateliers, on a commencé à me demander de la prestation de service. Donc, c'est-à-dire de devenir la community manager pour mes clientes. Et donc, du coup, là, c'était juste pas possible de le faire toute seule. Enfin, et déjà, en plus, j'aime pas ça. Enfin, moi, j'adore animer mon compte, j'adore coacher les autres, mais j'aime pas forcément le faire pour les autres. C'est pas là où je suis épanouie, donc je voulais pas forcément le faire. Mais du coup, c'était aussi un bon moyen pour moi de développer mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, grâce à ça, en fin d'année, j'ai arrivé à générer un chiffre d'affaires moyen par mois autour de 1200, 1300 euros. Donc, ce qui n'était pas non plus négligeable. Et du coup, là, j'ai recruté en fait une stagiaire. Donc, du coup, là, l'idée, c'était de lui dire, bah, en fait, c'était pas forcément officiel, on va dire. C'est une nana qui était en recherche du coup d'un contrat en apprentissage, mais en fait, elle l'avait pas encore trouvé. Et du coup, elle avait juste envie de développer ses compétences. Et moi, je pars du principe que bah, je ne veux pas forcément que la personne, elle travaille en fait pour moi sans rien derrière. Donc, on avait convenu d'une gratification en fait, tout simplement. Et elle m'a aidé du coup à développer deux comptes clients. Donc, on était ensemble pendant 2 mois et après, elle a trouvé son contrat d'apprentissage. Résultat, en décembre, je me suis rendu compte que en fait, moi, la prestation de service, c'est pas du tout fait pour moi. Certes, ça me permet de générer énormément de chiffre d'affaires, mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, j'ai pas envie de me retrouver encore une fois en mode agence. Donc, du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter. Et là, donc au mois de janvier, j'étais à nouveau toute seule et depuis le mois de février, j'ai 2 copines qui m'aident en fait. Donc une de mes copines du coup que je suis en train de recruter sous forme de freelance et qui développe à 100 mon site, internet et une autre de mes copines, qui m'aide pour le développement du compte Pinterest, d'Instagram. Donc c'est vrai que moi ça me permet vraiment de déléguer des tâches et de me concentrer d'une sur ce qui m'intéresse le plus, la stratégie, la vision et le coaching. Et derrière, bah, je les laisse en fait faire, enfin, gérer les tâches bah, qu'elles aiment faire et sur lesquelles bah, moi, j'ai aucune valeur ajoutée en fait. Donc du coup, là, maintenant, c'est du freelance et on a convenu du coup d'un contrat où moi, en fait, j'arrive finalement à m'y retrouver et je peux me le permettre parce qu'en fait, là, je suis en train de lancer une nouvelle offre qui me permet de dégager assez de chiffre d'affaires pour pouvoir en fait payer quelqu'un en freelance sous forme de contrat. Donc ça, c'est top. Eh ben, c'est très clair tout ça, c'est hyper Ouais. clair. Je vais y répondre aussi, je vais me prêter au jeu aussi, parce que ça m'a été posé en MP là, sur Zoom. Du coup, alors moi j'ai commencé donc aussi en micro et alors elle est là en plus ce soir. C'est que j'ai aussi une stagiaire pour commencer, donc c'est Marine qui est encore là ce soir. Hello Marine. Donc Marine est toujours là, elle n'était pas traumatisée de son stage avec moi. Donc effectivement, moi, j'ai commencé avec Marine, mais au début je me disais que j'avais pas forcément envie de m'entourer au sein de Postadem et que je voulais faire tout ça en solo. Et en fait, ça a complètement évolué puisque je vous ai parlé du développement du chiffre d'affaires. Et qui dit chiffre d'affaires dit qu'il y a une structure aussi derrière. Et donc forcément, l'équipe, elle s'est agrandie. Aujourd'hui, j'ai pas de salariés. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de salariés. Ce sont que des freelances qui travaillent avec moi. Et à date, on est 14 du coup dans l'équipe. Donc 14 freelances, personne n'est à temps plein. Sinon, ce serait pas du freelancing. Mais c'est 14 freelances à temps partiel sur différents sujets, coaching et mentorat. On a l'équipe coach et mentor, la partie communication, marketing, administratif. Bref, il y a largement de quoi faire. Mais en tout cas, il y a 14 personnes aujourd'hui. Et en fait, dans le développement de l'entreprise, il faut ça. Et notamment, on a parlé du démarrage en micro-entreprise. Ensuite, il y a l'année 2020 où donc, je suis passée en EURL. On a fait un chiffre d'affaires de 180 000 euros en 2020. Et ça, on ne le fait pas tout seul. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que selon l'évolution, la rémunération de chiffre d'affaires, c'est pas pareil. Mais là, c'est à vous d'être au clair sur ce que vous avez besoin, ce dont vous avez aussi besoin pour vous, quelle que soit l'évolution de l'entreprise. Donc, en tout cas, je pense que c'est important d'avoir en tête, de se poser la question de quoi j'ai envie, quel entourage, quel environnement j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de développer comme entreprise, est-ce que j'ai envie d'un modèle où je suis solo, où je me développe de mon côté et où je vais rester sur, par exemple, de l'opérationnel, si j'ai envie d'être coach, ou est-ce que j'ai envie à terme de développer une entreprise
plus importante avec une équipe, on peut se poser la question au début. Moi, je me l'étais posée, je n'avais pas du tout donné la réponse de ce que je fais maintenant, donc ça peut évoluer, mais je trouve que c'est des questions hyper intéressantes à se poser et de rester open, ouvert aux possibilités qu'il y a et aux envies, la manière dont elles peuvent évoluer aussi. Et tu vois, Audrey, tu en es l'exemple où c'est aussi en train de bouger, clairement. Donc voilà pour mon retour d'expérience aussi là-dessus. Eh bien, écoute, Audrey, je pense qu'on a fait un bon petit tour des questions. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de terminer et que je fasse la conclusion et qu'on termine à 22h00? Alors, ma petite phrase, bah, du coup, je l'ai dite dans le podcast, mais je la répète, mon petit mot de la fin. C'est une citation de je ne sais pas qui d'ailleurs, mais c'est ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé, je pense, à passer le cap. C'est une citation qui dit ben, il faut en fait vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Et donc ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, je suis contente de me dire bah, que bah, j'ai osé le faire. C'était pas dans les meilleures conditions, mais aujourd'hui, bah, je fais un truc bah, que j'adore en fait, tout simplement. Et quand je vois bah, les retours clients qui sont hyper, hyper positifs, bah, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je le fais. Et en fait, tu parlais au tout début, tu posais la question du rapport à l'argent, ce genre de choses. Bah, moi, à la base, le rapport à l'argent, j'étais en mode, bah oui, en fait, gagner de l'argent, c'est galérer. Alors qu'en fait, c'est aussi une question de mindset. J'avais énormément de croyances limitantes par rapport à ça. Et il y a un bouquin, moi, qui m'a vraiment fait changer ma vision de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est, alors en français, c'est Père riche, Père pauvre. Je n'ai plus le nom du mec, il faudrait peut-être que je regarde, que je vous le dise. Franchement, lisez ce livre. Si vous êtes intéressé par bah, comment faire pour en fait développer votre indépendance financière, en fait, déjà, ça vous donne juste ça vous aide en fait à avoir le bon état d'esprit. Alors c'est pas un livre pour des littéraires, hein, c'est très redondant, c'est pas très bien écrit, mais en tout cas, enfin quand vous finissez ce livre, vous vous dites OK, stop. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Et gagner de l'argent, il n'y a pas forcément une connotation négative. En fait, c'est vraiment, enfin, on a énormément de croyances avec notre socialisation, que notre famille nous a passé, etc. Il faut aussi essayer de voir les choses différemment. Et avec son activité, on n'est pas obligé de galérer pendant 1000 ans pour se rémunérer. Donc voilà, c'est un peu le petit mot de la fin.